Merci à l'école pour cette initiative, merci à l'ensemble du corps professoral et administratif, ainsi qu'aux élèves, qu'aux futurs ambassadeurs. Donc l'idée de cette présentation n'a pas pour visée de répondre de manière directe à cette question, mais plutôt de vous raconter une histoire, qui est l'histoire de l'architecture, définir l'architecture en tant que champ disciplinaire, vous initier aux notions d'éthique et d'esthétique, avant de laisser chacun se forger sa propre opinion sur la question. Donc l'approche qui a été choisie, elle est un peu générale. Nous allons, après cette approche ou cette question générale qui est celle de l'éthique versus l'esthétique, faire un benchmark à l'international, une analyse comparée un peu de cas pratiques à l'international. J'aime bien l'illustration par les cas plutôt que de s'éterniser sur la théorie, avant de faire un focus sur le contexte qui nous intéresse le plus, à savoir le contexte marocain contemporain. Donc pour répondre à cette question, on a choisi de la sous-titrer en question secondaire. L'éthique est-elle la mère de l'esthétique, ou en est-elle le produit? Nous allons donc aller un peu aux origines de l'architecture. On va la définir avec deux thèmes principaux: mère nature comme source d'inspiration et l'adaptation comme moteur de survie. Nous verrons aussi les premières formes d'urbanisme et l'avènement des pratiques sociales et urbaines, l'architecture n'étant de toute évidence pas indissociable des champs disciplinaires connexes que sont la sociologie, que sont la géographie, l'urbanisme. Aucun projet architectural n'est dissociable de son contexte urbain, et nous le verrons plus en détail. Nous verrons le modulor et les mesures de l'homme, qui sont un peu le livre sacré, comme aiment le dire les architectes. C'est un peu la Bible de l'architecte. Pour finir, sur les Starchitectes et les landmarks, volet qui intéresserait un peu plus nos amis économistes. Nous avons un certain nombre d'éléments qui entrent dans la composition d'un projet architectural. On a tout d'abord la forme. On a ce qu'on appelle un programme, nous allons le détailler. On a l'aspect technique, technologique et le savoir-faire technique. L'histoire, le contexte historique dans lequel s'inscrit le projet architectural. On a de plus en plus d'écologie qui entre en jeu. À notre époque, on est en train de tendre vers l'éco-friendly et vers une architecture de plus en plus durable et de plus en plus vernaculaire. À ce stade, vous pouvez résumer ou expliquer le mot vernaculaire. On pourra y revenir par la suite lors de la phase des questions, par tisser maison, handmade, une architecture réversible, contrairement à une architecture pérenne, solide et non éco-friendly. Un autre élément à prendre en compte quand on conçoit un projet architectural, c'est le contexte économique, évidemment, l'usager, et c'est là qu'on explorera le volet sociologique, et le besoin. C'est-à-dire la visée, l'objectif pour laquelle à quel besoin répondons-nous quand on conçoit un projet architectural. J'ai mis à côté de ce schéma une petite présentation schématique de la ville, parce qu'un projet architectural, comme je l'ai dit, n'existe pas sans son contexte urbain. Donc on va poser les bases, on va se doter d'éléments d'analyse, d'outils d'analyse. On va poser les bases de notre lecture aujourd'hui. On a le projet archi d'un côté et le contexte urbain de l'autre. Donc on définit la ville, on montre un peu la structure de 90% des villes qui existent dans le monde, avec un centre-ville, une banlieue, une couronne périurbaine, des communes rurales et des migrations pendulaires, ce qu'on appelle en anglais commuting. Nous allons faire un petit bref retour en arrière pour aller littéralement aux origines de l'architecture avant le développement de celle-ci dans ses formes contemporaines. Les premières formes d'architecture avant la sédentarisation, nous n'allons pas aller aussi loin que l'origine de la Terre ou l'origine de la vie. Cette question est sujette à plusieurs débats, nous n'allons pas aller aussi loin.
Mais nous allons aller à l'ère précédant directement la sédentarisation, c'est-à-dire l'époque où l'humain connaît ses derniers siècles de nomadisme. Ces notions de nomadisme et de sédentarité, nous les traiterons pareil par la suite. Nous pourrons les explorer plus amplement lors de la phase des questions. L'humain a dû s'adapter et nous allons voir par la suite un petit schéma qui parle beaucoup. L'humain a dans un premier temps eu à s'adapter et il n'était pas en mesure de prendre d'initiative tant qu'il n'avait pas une bonne connaissance de son contexte, tant qu'il n'a pas totalement adopté le contexte naturel dans lequel il a fait ses premiers pas. Donc il a fait avec ce qu'il avait, en s'abritant dans des grottes, en tentant un tant soit peu d'architecture élémentaire, comme on le voit sur cette illustration. Mais globalement, avant l'avènement des premiers humains sédentaires et avant la découverte de l'agriculture, l'humain a dû dépanner comme l'écrasante majorité des espèces qui nous accompagnent sur Terre, comme le castor, comme l'humain, sans communiquer, de toutes les civilisations, a procédé de la même façon. On appelle ça d'ailleurs la théorie du castor. Les premières formes d'architecture et l'avènement des pratiques sociales. Donc, comme on l'a dit, on va survoler rapidement l'aperçu historique, en essayant de tirer des conclusions sur les différentes phases du parcours de l'architecture dans l'histoire. Après la sédentarisation, l'humain a commencé à tirer des leçons et des enseignements de ses premières pratiques. Il a adopté son contexte, il s'y est adapté, et il a commencé à tirer ses premières théories architecturales. Donc on voit ici le fameux modulor. Je vous demanderai de garder en tête ce personnage parce que c'est un peu la pièce maîtresse de tout architecte. Les architectes peuvent faire montre ou preuve de créativité, d'imagination, d'inventivité, mais il est des aspects du projet, il est des aspects depuis l'apparition de cette discipline qui ne sont pas à inventer. C'est-à-dire, on sait par exemple que la taille moyenne, même si c'est une référence assez nord-américaine, je doute que l'homme moyen au Maroc, l'homme standard au Maroc fasse 1,83 m, mais les architectes ont admis, suite à la succession de plusieurs expériences, que nous allons bâtir une architecture et une doctrine architecturale sur le fait que l'homme standard fasse 1,83 m, sur le fait qu'un homme avec les bras tendus fasse 2,86 m. Ça nous expliquera par la suite la hauteur des portes, la hauteur des garde-corps de balcon, mais n'allons pas trop vite, on y reviendra. Donc on voit les différentes formes et les différentes postures d'un homme et qui ont par la suite permis de dégager le savoir-faire architectural et les premières bases de la doctrine architecturale. Nous avons ici l'illustration du bonhomme de Vitruve et de Léonard de Vinci, qui ont fait émerger et qui ont repris et travaillé sur ce que l'homme antique et sur ce que l'homme gréco-romain a élaboré pour nous sortir de nouveaux styles architecturaux et pour nous sortir des théories architecturales plus développées, plus élaborées. Maintenant qu'on a vu les premières doctrines architecturales, les premières règles, on va dire, de cette discipline, nous allons faire un petit passage sur les fonctions d'une ville. C'est-à-dire, une fois qu'on a pris un contexte, que l'humain s'est sédentarisé, quelles sont les fonctions de cette sédentarité? Que recherche-t-il? Et quels besoins cherche-t-il à assouvir en se sédentarisant? Donc une ville, en général, est dotée d'une activité économique, d'une administration publique, de logements, d'équipements, d'expériences qu'on peut résumer par le divertissement et par le loisir. Une ville est censée être une plateforme d'échange
Et pour finir, une ville est dotée d'une identité. Nous y reviendrons, et c'est le volet, je pense, qui intéressera un peu les économistes. Quand on dit identité d'une ville en général, à l'époque contemporaine, on parle de city branding ou de marketing urbain. Et nous avons le parcours à droite, le parcours de toute ville ou de toute parcelle, quelle que soit l'échelle, que ce soit à l'échelle du projet architectural ou du projet urbain. En général, toute parcelle passe par le parcours qui est le suivant. Elle passe de sol agricole à un usage, et ça va dépendre de l'usage qu'on va donner à cette parcelle ou à ce territoire, avant d'être délaissé et de donner naissance à ce qu'on appelle les friches urbaines. Nous avons un exemple et nous y reviendrons pareil à Marrakech, et c'est l'ancien quartier industriel, le quartier adjacent à la gare ferroviaire. Nous avons l'histoire d'un quartier qui d'abord était agricole au début du XXe siècle, avant que ne soient aménagées des industries à l'époque coloniale, et avant enfin de voir ce quartier se paupériser, se détériorer, quand une bonne partie des industries ont été abandonnées, pour nous donner lieu à une friche industrielle, à une friche urbaine adjacente à la gare et intercalée au niveau de la route d'Agadir. Je ne sais pas si vous voyez de quel quartier je parle. Donc en général, il y a des moyens, on voit les cercles. En général, la meilleure façon d'accélérer cette paupérisation, c'est d'intensifier les usages de l'existant. On voit ça en général dans beaucoup de métropoles à l'échelle de la planète, dans nos villes aussi, au Maroc. Et en général, on a un certain nombre de pratiques vertueuses qui nous permettent à minima de ralentir ce processus tout à fait naturel. Ça passe par la reconversion des lieux délaissés. C'est une expérience où le Maroc est en train de monter en compétences, où le Maroc a su prendre les bons exemples. Nous en parlerons plus amplement, mais globalement on peut dire que le Maroc est en train de réaliser de bonnes progressions quant au transfert de savoir-faire, ne serait-ce que de ses voisins européens ou nord-africains, méditerranéens. On a le recyclage des espaces non réemployables. Il existe dans les pays, surtout ayant connu la révolution industrielle, beaucoup d'espaces non réemployables, surtout ceux qui ont été l'objet d'industries lourdes avec un impact sur la qualité de l'eau et de la terre. Et nous y reviendrons avec des illustrations et des exemples. On a une pratique qui donne une longue vie à la ville, c'est la construction d'une ville flexible et la sortie des usages urbains, c'est-à-dire la construction d'une ville où on se détache de la notion de zonage qui a été omniprésente chez nos amis urbanistes pendant une bonne partie du XXe siècle, une idée de zone composant la ville, zone logement, zone industrie, zone équipement, infrastructure routière, et avec un clivage assez évident dans la ville postmoderniste high-tech. J'aime bien dire postmoderniste ou ville contemporaine. En général, une ville durable est une ville qui est flexible et c'est une ville qui respire, c'est une ville mixte. Ça reste un avis. Mais globalement, ce qui se fait dans la ville contemporaine, c'est une ville avec une certaine mixité, et nous parlerons par la suite de l'exemple de la ville de Paris. Alors gardez-moi cette courbe bien en tête. Je vais vous laisser un petit moment pour peut-être 5-10 secondes pour la voir avant d'en discuter. Alors l'humain, toute civilisation ayant existé sur cette terre a très probablement connu
un parcours comme ceci. Celui-ci est accompagné d'une courbe qui progresse parallèlement. En général, l'humain, et c'est une illustration qui est à l'image un peu de la vie. L'humain prend un certain temps à connaître son contexte. Ça pourrait être considéré dans un premier temps comme une perte de temps ou d'investissement, mais l'humain consacre une partie de son temps, quel que soit le contexte, à le dompter, à le maîtriser, à s'y adapter, à adopter des réflexes. Et il est évidemment pas recommandé de prendre des initiatives en général quand on ne connaît pas son contexte. L'humain touche, on va dire, ce qu'on appelle le fond. Il ne fait que subir. On a vu l'exemple, par exemple, des grottes où l'humain s'est adapté à ce qu'il avait de disponible, avant de commencer à tirer des enseignements, avant de commencer à être lui-même maître et auteur de son contexte. Donc, par définition, l'homme commence par être auteur, il découvre, il adopte, il monte en compétences, et à ce niveau de la courbe, libre à chaque civilisation de donner la suite souhaitée à cette courbe. On a connu des civilisations qui ont connu une longue apogée à l'échelle du temps. Typiquement, la civilisation gréco-romaine, la civilisation arabo-musulmane. On pourrait parler de nos jours des deux pôles des deux puissants pôles de notre planète. On va pas avoir de parti pris, mais libre à chaque civilisation de donner la suite souhaitée à cette courbe. Il y a des civilisations qui ne se sont pas beaucoup éternisées et qui ont très vite rendu l'âme. Il en existe beaucoup d'ailleurs. Il existe plus de civilisations pas pérennes que de civilisations qui ayant réussi à se pérenniser dans le temps. À côté de cette courbe-là, nous avons le savoir-faire technique qui, comme la courbe précédente, avance en dents de scie, mais avec un sens bien précis. L'humain, quoi qu'il en soit, va monter en compétence et va développer un savoir-faire technique de par la succession, l'héritage, ces choses-là que l'on appelle les traditions versus le progrès. Quoi qu'il en soit, un humain va avoir tendance à continuer à monter en compétence. Donc maintenant qu'on s'est initié un peu aux notions d'architecture, aux notions de rapport de l'homme à son contexte, nous allons aborder l'architecture comme levier de rayonnement et de suprématie. C'est un peu l'ancêtre historique du city branding et du marketing urbain qui aujourd'hui est une pratique bien à la mode. Elle fait partie des bons réflexes qu'une ville tendant vers la globalité cherche à acquérir. Donc avant de parler de nos temps, de la ville, du marketing urbain, les humains, quand ils ont commencé à avoir un minimum de maîtrise sur ce champ disciplinaire qu'est l'architecture, et quand ils ont compris les enjeux, c'est-à-dire après plusieurs millénaires de pratiques architecturales, les humains ont compris que ce champ disciplinaire se trouvait au croisement de la sociologie, pouvait être générateur de nouvelles pratiques, comme il pouvait être produit de ces nouvelles pratiques. Nous allons prendre pour illustrer cela l'ère gréco-ionique et romaine. En général, quand on dit ionique, c'est le qualificatif relatif à la Grèce, et c'est de là qu'en arabe on a tiré le mot Younan. En général, c'est l'un des courants architecturaux et de création ayant existé dans la Grèce et ayant donné le nom à ce pays dans plusieurs langues. Nous allons faire un petit focus sur l'ère l'arabo-islamique ou arabo-musulmane. Nous expliquerons la nuance. L'ère des Lumières ou le siècle des Lumières, l'ère industrielle et post-industrielle, l'ère moderne et l'ère post-moderniste ou high-tech. J'ai choisi, et c'est très subjectif, je l'admets, d'évoquer ces civilisations dans cet ordre et avec cette dénomination, parce qu'en général,
quand on a une analyse de l'histoire ou de l'histoire de l'architecture qui est soit eurocentrée, soit islamo-centrée, cette approche-là n'est pas libre et il y a le mot centré dedans. En général, les Européens vont avoir tendance à parler de l'ère gréco-romaine et à faire un petit saut inconscient, peut-être, faire l'impasse sur la civilisation arabo-musulmane ou sur l'époque de l'apogée de notre civilisation, qu'ils appellent Moyen-Âge. Donc, nous allons nous contenter des apogées de chaque civilisation. L'ère gréco-romaine, l'apogée de la civilisation musulmane que nous n'appellerons pas Moyen-Âge parce que c'est le Moyen-Âge de l'Europe, avant de repartir sur le siècle des Lumières, la révolution industrielle et l'ère contemporaine. Nous avons ici le Parthénon d'Athènes, la Via Appia, Volubilis et le Colisée. Donc le Parthénon est un peu l'ancêtre l'un des meilleurs projets qui peuvent nous donner une idée de la façon de faire l'architecture à l'Antiquité. Et c'est la première fois que l'humain va, comme on l'a vu tout à l'heure avec le modulor, c'est la première fois que l'humain va se doter d'un savoir-faire technique lui permettant de réaliser ses premiers monuments. On a évoqué on aurait pu parler de l'architecture babylonienne ou de Sumer ou de la Mésopotamie, mais on a de moins en moins de traces et moins d'exemples sur la théorie architecturale. Donc j'ai préféré m'attarder sur l'architecture classique parce qu'elle va nous donner par la suite naissance à l'architecture néoclassique lors du siècle des Lumières. Donc là, la Via Appia, c'est une voie qui existe encore. C'est une voie qui a été édifiée à l'époque romaine. Et juste pour l'anecdote, l'un des égouts de la ville de Rome a été construit à l'époque, à 2 siècles avant Jésus-Christ. Et c'est un égout qui est encore aujourd'hui fonctionnel. L'une des choses qui marque cette civilisation gréco-romaine, c'est sa pérennité, son influence que l'on peut ressentir encore aujourd'hui, et aussi le fait que ce soit une école à ciel ouvert. Pour beaucoup de civilisations, y compris la nôtre, y compris la civilisation arabo-musulmane, et y compris les mêmes Européens qui vont s'en inspirer pour redorer le blason de leur civilisation des siècles plus tard. Pour l'époque arabo-islamique, j'ai choisi 4 monuments un peu séparés dans le temps. Nous avons la mosquée des Omeyyades à Damas, à une époque où la civilisation arabo-musulmane allait commencer à connaître le début de son apogée. On est peu de temps avant la conquête de l'Andalousie et peu de temps avant la chute des Omeyyades et l'avènement des Abbassides, d'où l'exemple à droite, celui de Bagdad, ville qui, pendant le Moyen-Âge européen, a pu atteindre le 1 million d'habitants. Ici, nous avons l'exemple du palais Alhambra à Grenade en Andalousie. Donc on est à une époque, après les conquêtes arabo-musulmanes de l'Andalousie, et c'est le dernier monument d'ailleurs marquant la présence arabo-musulmane, puisque Grenade est la dernière région à tomber en 1492, année qui marquera un changement un changement de rapport de force entre les civilisations arabo-musulmanes et la civilisation occidentale. Et nous avons en dernier, last but not least, notre cher palais Badieh, dans une restitution de ce à quoi il aurait pu ressembler lors de son époque prime time. C'est un palais qui a été construit bien après la chute de l'Andalousie, à l'époque saadienne, en 1578, suite à la victoire pour l'anecdote, parce que l'architecture est indissociable, comme on l'a dit au début de son contexte historique. Le palais Badieh a été construit grâce à la rançon portugaise après la défaite des Portugais lors de la bataille des Trois Rois, Ma'arakat Ouad al-Makhazin.
Donc les Saadiens ont obligé les Portugais à payer une rançon qui leur a permis de construire ce fabuleux palais Badieh. On a par la suite le siècle des Lumières, du XVIe au XVIIIe siècle, qui va connaître, on va parler de contemporains de cette époque-là, qui va connaître l'émergence d'un certain Léonard de Vinci, d'un certain Vitruve, d'un certain Borromini, Michel-Ange, et une bonne partie d'hommes polymathes. On est parfaitement à l'époque de la polymathie, c'est-à-dire les gens qui maîtrisent plusieurs champs disciplinaires. Je rappelle par exemple que Léonard de Vinci est à la fois architecte, ingénieur, mathématicien, compositeur, et c'est une époque qui porte bien son nom pour nos voisins européens, le siècle des Lumières, avec l'art baroque comme principale illustration. On est en train de gagner en recherche de rayonnement. On utilise l'élément architectural et architectonique comme élément tout simplement de publicité. Les grands industriels de l'époque ou les grands propriétaires terriens dotaient leurs bâtiments de frontons. C'est cet élément triangulaire qu'on voit là et là, qui était un peu le blason des bâtiments. Donc c'est une époque où cette notion d'esthétique va être très très bien mise à la disposition de l'humain, qui va commencer à en maîtriser les tenants et les aboutissants. L'ère industrielle et l'ère post-industrielle. Donc on parle du 19e siècle jusqu'au 20e, jusqu'à l'avant-première guerre mondiale. L'avènement du chemin de fer et la révolution industrielle va nous donner des villes, du moins chez nos voisins européens, où l'humain va atteindre l'apogée et le sommet de la maîtrise de son contexte, et va réussir à mettre à son profit la notion d'esthétique. Donc on va avoir des villes où l'infrastructure de transport va occuper une place très importante. Le train et la gare et l'infrastructure du transport de manière générale va se mettre à représenter un levier de développement local, un levier de développement de la ville, et l'un des outils de première forme de mondialisation, parce qu'on avait certainement les routes, mais le train, et d'avoir cette révolution qu'est le chemin de fer, pouvant connecter deux villes et pouvant être au cœur de la ville, va clairement générer de nouvelles dynamiques et de nouveaux flux au sein de la ville. J'ai pris là à droite l'exemple de Paris, où nous avons les 5 gares parisiennes bien pénétrantes et bien au contact des centralités principales et des attractions de Paris, avec en même temps, et c'est un truc qui caractérise toutes les villes européennes industrielles, les plus beaux quartiers de Paris, de Berlin, de Londres se trouvent à l'ouest, et les quartiers populaires se trouvent à l'est pour une raison très simple, c'est que la fumée des industries, la fumée des usines était impactée par le sens du vent en Europe, qui était nord-ouest-sud-est, ou pour faire plus simple, ouest-est. Donc dans beaucoup de villes européennes, pour ceux qui ont eu la chance de voir des capitales comme Madrid, comme Barcelone, Barcelone n'étant pas une capitale, mais qu'on peut voir des villes ayant été touchées par la révolution industrielle, on peut très vite se rendre compte que les quartiers les plus huppés, à l'image du 16e arrondissement ou du 15e ici, de Boulogne-Billancourt, se trouvent à l'ouest de toutes ces métropoles européennes. Donc on arrive sur l'ère moderne, où il se produit une révolution qui n'est pas des moindres. À titre individuel, j'ai un tropisme naturel pour cette époque, parce que tout simplement,
Et comme on l'a dit avant, l'humain s'adapte, l'humain fait avec ce qu'il a et essaie de mettre son contexte à son profit. Quand on parle d'après-guerre, donc on est dans un contexte où la planète a déjà connu deux guerres mondiales, et c'est cette notion d'architecture de l'urgence, de survie, qui a permis à l'humain, pour la première fois, d'utiliser le béton en architecture. C'est contre-intuitif, on a tendance à croire que le béton existe depuis très longtemps, mais c'est très très simple. Avant la Deuxième Guerre mondiale, le béton, qui est on va rapidement définir le béton, c'est un mélange de sable, de ciment et d'eau, permettant de nous donner un peu un mortier servant pour la structure, servant pour les façades, servant globalement pour la structure. Avant la guerre mondiale, l'usage du béton était exclusivement réservé aux ponts et aux travaux publics, c'est-à-dire les routes, les ponts, les barrages. Et quand l'humain a été amené pendant la guerre mondiale à agir dans l'urgence, à construire ses abris, ses tranchées, ses bunkers, il a appris à maîtriser le béton et à l'utiliser dans son architecture domestique et celle de ses équipements. Donc nous avons ici des cas de figure bien classiques de cette époque. Avant l'avènement de cette époque, en général, une façade était porteuse. Nous avions des murs en pierre, des menuiseries et des fenêtres en longueur, comme ce qu'on a vu dans l'exemple de l'architecture baroque. Et le béton va permettre de libérer la façade, comme on le voit ici sur la Villa Savoie de l'architecte Le Corbusier. Le béton va permettre de libérer la façade. Nous aurons donc des ouvertures en bandeaux, parce que la façade ne porte plus rien, car nous avons des pilotis et des poteaux. Donc c'est un système poteau-poutre, autoporteur, qui, pour l'époque, croyez-moi, est une prouesse technologique. Nous en avons d'autres exemples. Ici, la Villa Smith de Richard Meyer. Et ici, nous avons le monument, l'école de ce courant de pensée qui est le Bauhaus en Allemagne. Et c'est l'institution c'est un peu l'école rassemblant tous les architectes de l'époque de l'après-guerre. C'est une époque qui s'appelle le Bauhaus, d'ailleurs, à l'image de cette école. Et ici, nous avons un pont à Séville, de l'architecte-ingénieur Santiago Calatrava. J'ai pris cet exemple parce que je vous ai parlé précédemment de l'époque des polymathes, c'est-à-dire des gens qui maîtrisaient plusieurs sujets. Cette tendance va se perdre lors de la révolution industrielle, où l'humain va entrer dans une logique de rationalisation, d'ultra-spécialisation que l'on connaît encore aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque de l'après-guerre, nous allons avoir un regain grâce à l'impulsion des États-Uniens, des Allemands, des Français aussi, nous allons commencer à revoir nos premiers architectes-ingénieurs, c'est-à-dire des gens qui maîtrisent tant l'esthétique que les éléments de structure et que l'ingénierie. Santiago Calatrava est un très très bon exemple d'architecte et ingénieur en même temps. Donc, pour finir sur ce parcours chronologique, nous avons l'ère postmoderniste ou high-tech, qui va des années 80 à nos jours. Et j'ai choisi d'illustrer l'époque postmoderniste par deux styles d'architecture. Nous avons à gauche le déconstructivisme, avec des architectes assez connus, Zaha Hadid, Richard Meyer. Zaha Hadid. Et j'ai un petit trou, j'ai oublié le nom de Franck Gehry, pour le musée de Bilbao. Donc ce sont des architectes qui se sont défaits des codes et des théories néoclassiques pour se libérer et pour créer une architecture. Alors cette architecture a ses fans comme elle a ses détracteurs. Un bon exemple d'architecture déconstructiviste pour le cas du Maroc, c'est le théâtre de Rabat, qui a été édifié par feu Zaha Hadid
l'architecte irakienne britannique. À droite, c'est un peu l'alter ego, le cousin du déconstructivisme au niveau de l'absence de doctrine, mais qui est l'opposé du déconstructivisme au niveau de son esprit. C'est le minimalisme. Pareil, le minimalisme essaie de rompre avec vous allez m'entendre beaucoup répéter le mot doctrine. C'est un concept que l'on peut utiliser aussi en théologie. En général, la traduction de doctrine, c'est aqida, et ça peut s'appliquer à des champs disciplinaires tels que l'architecture. Il y a des situations où l'architecture peut totalement, comme la médecine d'ailleurs, comme beaucoup de champs disciplinaires, peut s'apparenter à une religion, avec ses croyants, ses hérétiques, ses opposants, et donc on a deux styles qui ont émergé pour s'opposer un peu à l'école classique, à l'école du Bauhaus. Vous pouvez donc retenir le déconstructivisme et le minimalisme. À notre époque, il y a un élément et un enjeu important de l'architecture qui est le marketing urbain. J'ai choisi deux exemples qui nous parlent assez bien, même s'ils ne sont pas forcément globaux, ils ne jouissent pas d'un rayonnement. C'est des monuments un tant soit peu connus, mais ce n'est pas l'Empire State Building par exemple. On a la mosquée Hassan II et la gare de Marrakech, qui sont dans un premier temps des projets décidés par l'humain, ayant pour visée d'être des landmarks, et comme le veut le radical de ce mot, c'est un marqueur de territoire. Donc les collectivités, les régions, les villes ont compris qu'on pouvait se servir de cet architecte. On a vu par exemple le musée Guggenheim de Frank Gehry, qui est un monument dont la visée était de redorer le blason de la ville de Bilbao dans le Pays basque espagnol. Nous avons plein d'exemples de la sorte. Nous avons la gare Sagrera par exemple à Barcelone, l'ancien World Trade Center, le Burj Khalifa, et ici nous avons un certain nombre j'ai pris l'exemple des tours parce que c'est en général le landmark le plus simple à réfléchir et le plus efficace en termes d'impact et de landmark, de marketing urbain. J'ai choisi l'exemple aussi de la gare de Marrakech parce que dans ce quartier-là, nous en avons parlé, la gare, dès son apparition entre 2007 et 2008, a commencé à être génératrice de nouveaux flux, de nouvelles dynamiques, et la gare a commencé à contribuer et garder ce concept en tête à la gentrification de ce quartier. Donc en général, vous m'avez entendu parler de paupérisation tout à l'heure, c'est à opposer à la gentrification, ce sont deux concepts à garder en tête. En général, un quartier se paupérise, il devient plus pauvre, il se dégrade, ou se gentrifie, comme ce qui a été le cas de l'hivernage, par exemple, lors des 20 dernières années. Et nous avons un début de gentrification au niveau de l'ancien quartier industriel, ou même du nouveau quartier industriel, d'ailleurs. Ce sont des exemples où un bâtiment ou une infrastructure est à l'origine de nouvelles habitudes et de nouvelles pratiques sociales. Et aussi d'un regain de valeurs foncières et immobilières, c'est important. Donc nous allons faire un petit benchmark de cas pratiques. Moi j'aime bien cet exemple, me parle beaucoup et je pense qu'il parle à toutes les personnes qui conduisent. Nous allons y revenir en détail. Et j'ai choisi l'exemple de la multimodalité. Gardez ce concept aussi en tête. La multimodalité, c'est tout simplement l'avenir de toutes les villes. Le Maroc s'y inscrit, essaie de s'y inscrire tant bien que mal. Et l'idée est d'avoir plusieurs modes de transport. La meilleure façon de faire respirer la ville et d'avoir une ville harmonieuse, c'est d'avoir plusieurs modes de transport qui se croisent en une seule infrastructure. Idéalement, on aurait eu par exemple un tramway à Marrakech, où pour les gens qui connaissent Rabat et Casablanca, nous avons
un tramway, qui croise un train à grande vitesse, qui croise un réseau de transport urbain tel que bus, taxi. Nous allons commencer à avoir l'apparition des offres de partage au Maroc, ça ne saurait tarder. Nous avons déjà l'exemple des vélos partagés à Marrakech. Donc j'ai pris l'exemple de la multimodalité parce que c'est un très bon exemple d'édifice en même temps produit et auteur de flux humains, de flux urbains. La gare est en même temps un lieu de croisement, un lieu de récit, un lieu d'histoire, et en même temps génératrice de ces histoires. Donc nous avons cet exemple-là, et nous avons l'exemple du trafic routier. Et l'idée en fait c'est que on se pose très souvent la question quand on conduit dans un pays comme le nôtre, ou même à Paris d'ailleurs. Est-ce que c'est comme le dilemme du prisonnier? Je ne sais pas si vous connaissez ce concept. En général, on a le choix de tricher ou de coopérer. Je vous invite à aller explorer le dilemme du prisonnier. En général, dans le cadre du trafic public, toutes les personnes qui n'aiment pas respecter le code de la route vont prétexter que c'est les autres qui ne respectent pas le code. Donc, qu'ils seraient eux-mêmes lésés à le respecter, ou à être les seuls à le respecter. L'un des meilleurs exemples, c'est le rond-point giratoire. En général, on a le croisement de deux pratiques. Une mauvaise pratique du concepteur, une mauvaise pratique, un mauvais dessin, mauvaise conception, et une mauvaise attitude du conducteur. Même sur les ronds-points qui sont très bien dessinés, on va avoir 80-70% des conducteurs qui vont avoir tendance à rester près de l'axe et à tracer une ligne droite en ne respectant pas les voies dessinées, alors que ces ronds-points-là ont un usage et un objectif bien clair: faire respirer, ne pas être obligé de s'arrêter, faire une giration grande quand on a tendance à partir tout droit, se rapprocher de l'axe en cas de demi-tour, et progressivement quitter sa voie quand on veut changer de direction. En général, dans les cas de figure de rond-point giratoire au Maroc, nous avons dans un premier temps, avant que ceci ne commence à être bien dessiné, de sérieux problèmes de conception. Toute personne ayant fréquenté par exemple l'entrée de Marrakech par la N9, quand on quitte l'autoroute de Casablanca, si on essaie de suivre ce tracé jaune, on peut vraiment se retrouver dans le fossé. Parce que c'est mal dessiné, c'est mal conçu, et ça invite du coup les usagers de la route à ne clairement pas respecter le fonctionnement théorique. Et le fait d'avoir une infrastructure de ce type amène les usagers, même dans les cas où elle est bien dessinée, par exemple le cas du rond-point en face de la gare ferroviaire, à être dans la même pratique parce qu'on a tellement pris l'habitude d'avoir un espace public mal dessiné. Nous allons prendre l'exemple des gated community et de la ségrégation socio-spatiale. Nous avons ici deux images très très fortes, ici en Afrique du Sud et ici au Brésil. C'est pour vous sensibiliser à ces notions de barrières sociales ou de barrières socio-spatiales au sein des villes, avec pareil un croisement de responsabilité entre le concepteur et l'usager. Nous avons un usager qui est pauvre, qui est mis en marge de la ville, face à un voisin dont la maison est noyée dans la verdure et disposant d'équipements au sein même de sa gated community. Donc on voit comment le concepteur et l'usager ont contribué à créer un enclavement et des barrières physiques au sein de la ville. Donc avec pour conséquence du ressentiment, un sentiment de rejet, une absence de sentiment de droit à la ville. C'est un concept qui est très important
en urbanisme et en sciences sociales le droit à la ville, et ça peut donner lieu à un sentiment de manque d'appartenance. Donc nous avons des cas qui peuvent sembler anodins, mais qui peuvent changer la destinée d'une ville et qui peuvent changer totalement son fonctionnement ou être à l'origine d'insécurité ou de dynamique ne contribuant pas au rayonnement de la ville. J'ai pris l'exemple des villes ex nihilo. Quand on dit ex nihilo, c'est-à-dire en partant de rien. L'exemple de Brasilia, la nouvelle capitale du Brésil, où les concepteurs ont décidé, se sont réveillés un bon matin, en décidant de faire respirer le littoral, Rio de Janeiro, et en créant tout simplement une nouvelle capitale, en partant de rien. C'est un parti pris, c'est un choix. Certains sont fans au sein de ma profession et d'autres pas du tout. Donc quand mon oncle Oscar Niemeyer, qui est l'architecte qui a conçu Brasilia, a fini ses esquisses et a fini ses plans, la première question qui s'est posée, c'est: nous allons avoir une ville qui n'a pas d'héritage, qui n'a pas de tradition, qui n'a pas de succession générationnelle, et donc un espace qui va être produit et automatiquement auteur de nouvelles dynamiques. C'est-à-dire, quand on crée un espace à partir de rien, c'est le loto, c'est un coup de poker. Nous avons l'exemple de la nouvelle capitale égyptienne, pareil, qu'on a décidé d'ériger en plein désert, et des villes fantômes chinoises, où la Chine utilise un peu le BTP comme levier de développement, en essayant d'animer un peu et de faire bouger son économie en investissant dans des villes fantômes. Pour finir, on va prendre les exemples de reconversion urbaine. Nous avons parlé tout à l'heure des friches urbaines et des friches industrielles, ou de l'enclavement. Nous avons ici l'exemple du parc Fundidora à Monterrey, au Mexique. C'est une ancienne enclave industrielle, sujette à une très importante criminalité. C'était une vraie barrière physique au sein de la ville, avant que les décideurs ne décident de reconvertir cette friche en parc. Et je peux vous dire par exemple que c'est l'un des cas les plus intéressants de reconversion de friches, de barrières physiques en espace inclusif et en vrai élément de jonction de la ville. Et pour finir, nous allons, avant d'aborder les conclusions, se doter des éléments pour analyser un contexte urbain. Et on va prendre le nôtre de contexte, la ville de Marrakech. En général, quand on prend un contexte tel que Marrakech, ou quand on prend n'importe quel contexte pour y édifier notre projet architectural, la tendance est de se situer, c'est-à-dire de voir où se situe notre projet, de voir les centralités adjacentes et les centralités voisines. Donc typiquement, si on a pris le cas tout à l'heure de l'ancien quartier industriel, on devrait facilement voir que nous sommes voisins du Guéliz, voisins de la Ménara, voisins de l'hivernage. L'idée est de faire une analyse comparée des équipements dont disposent ces quartiers-là pour voir dans quel contexte on s'insère et pour voir aussi dans quel type de dynamique on essaie de s'inscrire. Donc voilà, là c'est un plan de situation d'un contexte urbain avec en général le type d'infrastructure ou de centralité sur lesquelles on s'attarde. On a l'exemple de la Médina, l'exemple de la Palmeraie, l'aéroport, le quartier de la Ménara, la gare, et on essaie de voir tous ces éléments générateurs de flux et en même temps générateurs de dynamique et de marketing urbain. Donc voilà, avant de passer aux conclusions et aux questions, c'est un peu tout pour le moment.